Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Energy Talks. Ce rendez-vous qui vous permet de décrypter avec nous tout simplement les enjeux de la transition énergétique chez Total Energy. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à la Digital Factory de Total Energy. On est au cœur de Paris. C'est un lieu d'innovation et de développement de solutions digitales pour optimiser en fait les activités industrielles et bien sûr accélérer la décarbonation de l'entreprise qui est le sujet clé du moment bien sûr. Alors Total Energy est une entreprise qui est montrée du doigt, on le sait tous, sur les sujets environnementaux. Mais vous allez le voir, elle ne reste pas les bras croisés devant ces défis immenses. Et c'est là justement où l'innovation a son rôle à jouer. Et tout de suite, je vais retrouver Björn Vigry, qui est Innovation Lead et qui va répondre à toutes mes questions. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Et bonjour Björn Vigry. Bonjour François Sorel. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans la Digital Factory de Total Energy. Très bel endroit. On voit que ça grouille en fait d'innovation. Première chose, quel est votre métier? Parce que vous êtes Innovation Lead chez Total Energy. Mais en quoi ça consiste? Expliquez-nous. Alors mon métier, pour faire simple aujourd'hui, c'est vraiment identifier les problèmes de nos sites industriels pour aller chercher des solutions à ces problèmes, aller les tester, proposer quelque chose de nouveau qui répond à ces problèmes et bien entendu après les déployer partout où cela fait sens. Parce que beaucoup, c'est vrai, sont sceptiques quant aux efforts de Total Energy d'aller réellement vers la décarbonation. Mais en fait, si j'ai bien compris, vous n'avez pas le choix dans tous les cas. J'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que ça fait 100 ans que Total Energy a toujours été innovant. On est caractérisé par cet esprit pionnier. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, l'innovation va nous être essentielle parce qu'on fait face à de nouveaux challenges. On fait face à de nouvelles technologies, de nouveaux problèmes à résoudre. Et donc, il faut qu'on aille chercher de nouvelles solutions avec lesquelles on n'est pas habitué. Et là, l'innovation arrive comme la solution pour nous permettre de trouver ces solutions. Oui, et l'innovation même est en train de vous transformer chez Total Energy, on est d'accord? On est complètement d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on y accorde du poids, de l'importance. Et aujourd'hui, on va pouvoir exprimer ça à travers quelques exemples, justement. Alors, on a sélectionné pour vous, qui nous regardez, 4 innovations, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais on n'avait pas le temps. Donc, on va se focuser sur 4 innovations. Et la première, elle est passionnante. On va parler du projet Pangea, qui est un supercalculateur chez Total Energy. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un supercalculateur? Je vous propose de regarder cette petite vidéo. Okay. Et après, Björn, on revient et vous nous expliquez tout ça. Total investit et s'investit dans le calcul de performance depuis les années 80. L'idée prépondérante étant de se doter des moyens de calcul suffisants pour mieux refléter la réalité de notre sous-sol. Il faut comprendre en tout cas que Total, on fait de la haute couture. À chaque fois que l'on va avoir un nouveau gisement, on doit adapter nos algorithmes, nos applications. Le département ACV, Advanced Computing et Visualisation, a un rôle central d'apport de valeur numérique au groupe. Le monde du HPC est un monde très complexe. Nous, notre rôle, c'est de simplifier ça. Quand on pense supercalculateur, on pense à la météorologie qui a besoin évidemment de ces grosses puissances de calcul pour essayer d'avoir des prévisions de plus en plus fiables dans le temps. Mais on ne savait pas que vous utilisiez, vous, Total Energy, tout ça. Enfin, personnellement, je ne le savais pas. À quoi ça sert, en fait, ces supercalculateurs chez vous? Alors nous, comme ça a été dit, là, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on utilise ces supercalculateurs. Historiquement, ça nous a été très utile pour justement... Le site est à Pau, je crois. C'est ça. Donc aujourd'hui, le supercalculateur physique est à Pau. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça nous est utile surtout pour les analyses d'images sismiques qui nous aident à comprendre comment est fait le sous-sol et pour savoir où est-ce que va être le pétrole en fait. D'accord. En fait, pour qu'on puisse imager tout ça simplement, c'est un peu comme une échographie. Vous allez, grâce avec des capteurs, vous allez nous expliquer des espèces de radars, analyser la profondeur du sol. Et après, avec cette puissance de calcul, vous allez en faire comme un jumeau numérique, c'est ça? C'est à peu près ça. En fait, on va envoyer des ondes dans le sol. Ouais. En fonction de comment les ondes vont nous revenir, ça va faire plein de données. Ces données vont être transformées en images. Et avec ces images, justement, on va pouvoir caractériser le sous-sol, un peu comme vous avez dit, comme une échographie. Là, on va pouvoir faire une échographie du sous-sol et se dire, là, il y a un super gisement pétrolier. C'est là où on va forer. Mais ça, on va dire, c'est notre activité traditionnelle pour laquelle ces supercalculateurs sont essentiels parce qu'on traite beaucoup de données. C'est pour ça que vous les utilisez depuis longtemps, en fait. Exactement. Mais aujourd'hui, on voit encore une fois qu'avec la transition énergétique, on va commencer à travailler sur des nouveaux projets. Par exemple, aujourd'hui, où est-ce qu'il faut installer une éolienne
Pour cela, on va faire des super calculs, et donc on va avoir besoin de super calculateurs pour savoir où poser l'éolienne en fonction des écoulements du vent à telle ou telle zone. Et là, pareil, ça demande beaucoup de capacité de calcul. Oui, parce que là, il ne faut pas se tromper si on implante une éolienne. Et donc, c'est grâce à cette puissance de calcul que vous arrivez à trouver l'endroit parfait. Exactement. La puissance d'un supercalculateur, c'est 31,7 pétaflops. Donc surtout, c'est 170 000 ordinateurs portables. C'est énorme. C'est un peu ce qu'on a ici. Ouais, c'est ça. En fait, donc, alors, c'est un petit bout d'un supercalculateur. En fait, c'est l'assemblage de toutes ces cartes d'électronique qui font le supercalculateur. Exactement. Donc en fait, il faut considérer qu'il y a des centaines d'éléments comme ça pour pour faire le supercalculateur. Et aujourd'hui, en plus, la nouveauté, c'est qu'on ne se contente pas d'avoir notre supercalculateur dans notre centre historique à Pau. Aujourd'hui aussi, on s'ouvre au supercalculateur sur le cloud. Et ça, c'est vraiment une nouveauté de cette année. Ouais, c'est intéressant. Alors pourquoi, justement, vous tournez-vous vers le cloud ? Alors, j'allais dire, c'est à la mode. Toutes les boîtes qui sont en transformation numérique passent au cloud. Pourquoi avoir choisi le cloud ? Je dirais qu'il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est déjà de pouvoir avoir des capacités de calcul encore supplémentaires. Mais après, je dirais que l'objectif ultime, c'est pas forcément non plus d'avoir toujours plus de capacité de calcul, mais c'est aussi aujourd'hui, comme on le voit, c'est qu'on veut décarboner notre industrie. Et aujourd'hui, on veut bénéficier du savoir-faire des compagnies spécialistes dans les data centers pour utiliser des data centers qui vont être neutres en carbone, voire négatifs en carbone très rapidement. C'est-à-dire que vous allez jusque-là, jusqu'à la puissance de calcul pour être neutre en carbone, c'est ça ? Exactement. Parce qu'évidemment, le supercalculateur, lui, consomme de l'énergie, beaucoup. Et puis il faut le refroidir, etc., etc. Vous avez choisi comme partenaire Microsoft, je crois, Exactement. c'est ça ? Donc c'est Microsoft qui est notre partenaire pour le cloud. D'accord. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? C'est le mot un peu tarte à la crème, à la mode en ce moment. Tout le monde utilise ce terme, et j'imagine que chez Total Energy, c'est une technologie que vous utilisez depuis longtemps, non ? Après, il y a l'IA normale et puis il y a l'IA générative qui est un autre sujet. Alors déjà, l'IA normale, si je peux dire, quand on voit cette puissance de calcul, on voit bien que tout seul, on ne peut pas analyser tous les résultats, etc. Donc principalement pour l'analyse d'images, on a beaucoup utilisé l'IA et on continue de beaucoup l'utiliser. Après, aujourd'hui, en effet, il y a le fameux ChatGPT ou les équivalents. Donc nous, on fait pas mal de tests à voir comment cette IA générative peut nous apporter beaucoup plus d'efficacité dans toutes nos opérations. Et donc, on a plusieurs tests en cours. Et encore une fois, ces fameux supercalculateurs vont nous aider justement à y arriver. Quand on parle de cloud et quand on parle d'acteurs comme Microsoft, la question qui se pose, surtout pour une société aussi sensible qui est dans l'énergie comme la vôtre, Total Energy, c'est la souveraineté des données. J'imagine que c'est un sujet central chez vous. Comment l'appréhendez-vous ? Alors, en effet, ça, c'est un sujet où là, maintenant, il y a des règles qui rentrent en compte. C'est important de dire que les data centers qui vont héberger nos données aujourd'hui sont tous en Europe. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément aussi, c'est qu'il y a certains pays où on n'a pas le droit de mettre les datas correspondantes à un gisement, par exemple, de ce pays, dans le cloud. Pour ces pays, par exemple, on va utiliser les supercalculateurs physiques. Ok, donc vous avez la possibilité d'avoir ces deux solutions, en quelque sorte, c'est ça. Il y a d'autres exemples aussi que vous pourriez nous donner de cette puissance de calcul ? Aujourd'hui, par exemple, là où c'est très, très utile, ça va être pour tout ce qui va être injection de CO2, où justement, on veut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir injecter ce CO2 dans d'anciens réservoirs, dans quelles conditions. Ça va être aussi, par exemple, pour l'analyse des nouveaux polymères. En fait, on se rend compte globalement qu'aujourd'hui, les problèmes qui nous arrivent sont de plus en plus complexes. Et on a besoin de plus en plus de force de frappe, enfin de puissance de calcul pour être traité. On a d'ailleurs une infographie qui nous montre ce rendu de modélisation 3D. Ça montre comment, juste en envoyant des ondes depuis la surface, à travers les océans et à travers le sol, sous les océans, on arrive à récupérer ces ondes et à créer des images, justement, donc des images 3D qui vont nous permettre de dire, là, normalement, il y a du gaz sous le fond de la mer. Et de pouvoir, après, aller faire des forages pour aller produire ce gaz. Impressionnant, ces images. Et on se rend compte de la puissance de calcul qu'il faut pour tout ça. Alors, Björn, deuxième innovation qu'on va découvrir ensemble, qui est hyper intéressante et qui est encore assez méconnue, c'est l'agrivoltaïsme. Voilà, c'est un mot qu'on va entendre de plus en plus souvent maintenant dans notre société parce que c'est vraiment, vous allez voir, très pertinent. Avant de rentrer dans le détail, on regarde ce petit reportage et on revient juste après.
L'agri-photovoltaïque, c'est combiner sur un même espace une production électrique solaire, photovoltaïque, et une production agricole, donc une production de nourriture. Et l'enjeu, c'est d'arriver à que les deux se fassent en bonne synergie. On estime que d'ici 2030-2031, on va atteindre 1 TW d'installation par an, ce qui est gigantesque, et ce qui veut donc dire qu'il va falloir qu'on trouve les terrains où installer ces panneaux solaires. Et on risque d'arriver à des situations de conflit d'usage des territoires. L'agrivoltaïque est à mon avis une excellente solution parce que ça ouvre un champ des possibles très important. Et en plus de ça, ça peut également être une réponse au changement climatique et une adaptation au changement climatique. Impressionnant, hein, donc ces champs habillés de panneaux photovoltaïques. Alors la définition, de l'agrivoltaïsme, on l'a trouvée. Et ouais, on a bossé. Pas mal. Et voilà ce que ça donne, l'agrivoltaïsme, pratique combinant agriculture et photovoltaïque. Son objectif est d'allier une production d'énergie solaire à une production agricole pour créer des synergies. Le mot est lancé, synergie. Pour moi, c'est le mot essentiel dans cette phrase. Et j'aurais même pu rajouter pour créer des synergies durables. Ouais. Parce qu'en fait, nous, vraiment, notre objectif, bien entendu, nous, en tant que Total Energy, on est là pour produire de l'électricité renouvelable avec les panneaux photovoltaïques. Mais dans cette démarche, on veut s'associer avec les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on revient un petit peu à la genèse, aujourd'hui, on veut créer de l'énergie renouvelable en France. Mais en France, contrairement à d'autres pays... Et on n'en aura jamais assez, de toute façon. On n'en aura jamais assez. Et par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup d'espace libre, on peut imaginer avec des pays désertiques, nous, en France, les terres sont occupées. Donc aujourd'hui, si on veut installer des panneaux solaires, on est contraint par la surface disponible. Donc là, on se dit, il faut qu'on trouve des nouveaux mètres carrés. Il faut qu'on arrive à créer des mètres carrés qui, aujourd'hui, n'existent pas et ne sont pas disponibles. C'est là où l'agrivoltaïsme arrive. C'est comment réussir à, sur une parcelle d'agriculture, mettre des panneaux solaires et en plus, qui apportent de la valeur pour l'agriculture, donc pour l'agriculteur, quoi. Donc vraiment, et l'idée, on a vu quelques exemples un peu imagés là, mais on peut imaginer que, par exemple, au début, on voit des panneaux solaires qui sont un petit peu en hauteur. Et donc là, l'idée, c'est un peu de créer comme une canopée qui va pouvoir créer de l'ombre sur les cultures. Sur les cultures. D'accord. Quand justement la luminosité est trop forte. Et ça, tout ça, c'est automatique, c'est-à-dire que le panneau va bouger dans la journée pour suivre le soleil. Comment ça marche ? Exactement. Donc en fait, il y a plusieurs technologies qui sont disponibles. D'accord. Alors soit on met des panneaux fixes, et donc là rien ne bouge. Rien ne bouge. Ou alors on peut mettre des panneaux justement qui vont bouger ou à qui on va vouloir dire, là à tel moment de la journée la lumière est trop forte, automatiquement tu te fermes. Ou alors avec des capteurs, des choses comme ça. Des capteurs, etc. Donc c'est vraiment la démarche dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est tester quelle technologie apporte quelle valeur pour quelle agriculture. Vous avez acquis en septembre dernier, donc 2023, une start-up qui était spécialisée là-dedans, qui était le fleuron là, dans cette technologie. C'est Ombrea. Ça vous permet effectivement d'accélérer aussi dans le déploiement de cette technologie qui est toujours en test, c'est ce que vous nous disiez. C'est exactement ça en fait. Donc, grâce à cette acquisition, on arrive à accélérer le développement de cette technologie. D'accord. On arrive aujourd'hui à avoir plusieurs sites pilotes en France pour tester différentes technologies. Donc là, je parlais par exemple des panneaux solaires qui vont faire un peu comme une canopée. On peut imaginer aussi dans d'autres cas des panneaux solaires verticaux qui vont par exemple couper le vent sur une parcelle d'agriculteurs et réussir à créer une sorte de microclimat. Et on voit que par exemple, on a prouvé et on prouve en ce moment qu'on arrive à faire baisser de 2-3 degrés l'été la température sur les plantations. On peut vouloir augmenter le taux d'humidité, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'on est en train de tester pour encore une fois trouver quelle est la technologie qui, en plus de faire de l'électricité, va surtout apporter de la valeur pour l'agriculteur. Mais encore une fois, nous, on ne veut pas rentrer en compétition avec l'agriculteur. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment apporter de la valeur pour son agriculture. C'est vraiment quand on travaille avec les agriculteurs, et c'est ce qu'on fait main dans la main sur chacun de nos sites de test, on veut comprendre quelle technologie va apporter pour l'agriculture. Alors, on va voir une carte maintenant qui représente, on va dire, la disposition des sites pilotes que vous êtes en train de mettre en place. Et on voit qu'il y en a quand même pas mal. Pour un test, ça commence à être plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, on voit qu'on est plutôt orienté vers le sud. Donc là, c'est aussi l'origine de nos centres d'études. Oui, c'est pas forcément lié à l'ensoleillement d'ailleurs. On pourra en avoir plus dans le nord. Exactement. D'accord. Mais aujourd'hui, donc, on a ici 12 sites qu'on a lancés en partenariat avec des agriculteurs, justement, encore une fois, pour trouver quelle technologie apporte quoi. Donc sur chacun de ces sites, on a rajouté plein de petits capteurs
pour comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on a baissé ou augmenté l'humidité? Est-ce que les conditions locales ont été changées grâce à l'installation de panneaux solaires? Qu'est-ce que ça apporte? Et après, c'est comme ça qu'on va pouvoir, sur le plus long terme, réussir à trouver la bonne techno qu'on va pouvoir déployer sur des vrais champs. Alors, c'est des tests, évidemment, qui ont commencé il n'y a pas longtemps. Quels sont les premiers retours que vous avez de ces agriculteurs, justement? Aujourd'hui... Sincèrement, est-ce qu'ils sont contents de tout? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Aujourd'hui, en fait, ce qui n'était pas forcément évident, c'est de voir... Enfin, ce qu'on a vu concrètement, c'est qu'on a vraiment une modification du climat localement. Alors, de manière très locale. Donc, il y a des microclimats qui se font autour de ces agricultures grâce à l'installation de panneaux solaires. Donc c'est ça qu'on est en train d'analyser, et ça on voit que concrètement il y a une vraie efficacité. Après il ne faut pas oublier le métier premier d'un agriculteur, qui est de produire, de cultiver. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche de transformer ce métier qui deviendrait à la fois fournisseur d'énergie, fabricant d'énergie renouvelable, mais aussi agriculteur? C'est pas le piège, ça? Alors c'est sans doute un piège, en effet. Mais nous, on est complètement alignés sur le fait qu'on doit apporter en premier lieu de la valeur pour l'agriculture. Aujourd'hui, il y a même une loi qui a passé l'année dernière pour réglementer l'agrivoltaïsme. Donc nous, bien entendu, on va suivre cette réglementation. Et donc aujourd'hui, avoir peur, je pense qu'en fait, avec le temps, on va réussir à prouver que ces installations d'agrivoltaïsme vont être bénéfiques, vont permettre de créer de l'électricité renouvelable, mais aussi vont permettre aux agriculteurs d'être plus résilients, je devrais dire, face au changement climatique, et qu'en fait, il y aura une demande de la part des agriculteurs pour leur agriculture. Bien sûr, évidemment. Avec des objectifs quand même assez clairs. D'ici 2025, vous prévoyez d'installer 500 mégawatts d'installation photovoltaïque. Alors, 500 mégawatts, on ne se rend pas trop compte ce que c'est, mais ça représente quand même la consommation annuelle électrique de 500 000 personnes. C'est pas anodin. C'est conséquent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de trouver ces mètres carrés pour mettre des panneaux solaires. Troisième innovation, on reste dans l'électrique, qui nous concerne peut-être un petit peu plus directement, forcément, c'est le véhicule électrique qui, aujourd'hui, de par la réglementation, va se généraliser. Rappelons quand même les dates importantes. 2035, la réglementation européenne va obliger les constructeurs à arrêter la fabrication de véhicules thermiques. Il n'y aura plus que de l'électrique en 2035. Ça nous laisse encore une dizaine d'années, mais ça arrive très très vite. Quelle est la posture de Total Energy sur, justement, les véhicules électriques et sur la mobilité électrique d'une manière générale? Ce qui est sûr, c'est que c'est essentiel aujourd'hui. Ça, c'est un des gros piliers pour cette transition énergétique. C'est justement ce passage vers les véhicules électriques. Si je peux faire de manière très simple, on pourrait dire que notre ambition, c'est de faire en sorte que l'utilisation d'un véhicule électrique soit aussi facile que ne pouvait l'être l'utilisation d'un véhicule à moteur thermique. Que ça soit aussi facile. Donc c'est à ça qu'on travaille aujourd'hui, et le chantier est énorme. La rapidité à laquelle on doit aller... C'est titanesque, en fait, on ne se rend pas compte. Mais créer un réseau électrique haute puissance partout, évidemment dans les zones denses, mais dans les zones moins denses, sur les autoroutes, c'est énorme, en fait. C'est énorme, parce qu'on veut justement continuer à fournir ce service sur les grands axes routiers, par exemple. On veut aussi pouvoir le fournir... parce qu'on peut imaginer, par exemple, certaines entreprises qui veulent... offrir le service de recharge à leurs salariés. Donc, on va aller fournir ces recharges dans les parkings des entreprises. Donc, vous installez des bornes dans les parkings des entreprises. Tout ça, on va mettre des bornes électriques de recharge. Il y a aussi les villes aujourd'hui, des métropoles comme Paris, où nous sommes aujourd'hui, qui mettent à disposition des citadins des bornes de recharge. Nous, on veut être le partenaire privilégié de toutes les grandes agglomérations pour fournir ça. Donc fabriquer des bornes publiques. Exactement. Voilà, sur la voirie ou dans les parkings, etc. Et bien entendu, si j'ai envie de dire, les citoyens, chez eux aussi, à titre individuel, pouvoir leur permettre d'avoir une borne de recharge à domicile. Donc j'appelle Total Energy et vous venez installer une borne électrique dans mon parking. Ou dans mon pavillon, par exemple, si j'en ai un. C'est intéressant tout ça. Alors, quand on creuse un petit peu le sujet, on va regarder une petite carte qui nous montre où on en est aujourd'hui du nombre de points de recharge, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, on est d'accord. Et quand on regarde cette carte-là, on se dit qu'on n'est pas si mal lotis, nous les Français, par rapport à d'autres pays européens. On n'est pas si mal lotis, et on peut dire que ce n'est que le début. Oui. Donc c'est un marché qui va très très vite. On parle de 100 000 bornes en théorie. Total Energy, on veut rester leader sur ce marché.
Et pour ça, pour rester leader sur ce marché, on peut comprendre là aussi, et là j'ai envie de mettre un petit peu l'accent dessus, le rôle de l'innovation. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'assurer d'avoir les meilleures bornes, les plus efficaces. On parlait tout à l'heure de recharge à haute puissance, donc il faut qu'on puisse fournir le meilleur service pour les utilisateurs. Et donc c'est là, on est obligé de tester différentes technologies, de pousser certaines idées qui sont proposées, d'aller les tester pour pouvoir mettre ça à disposition des consommateurs. Alors Björn, on n'a pas évoqué les stations Total Energy, mais c'est hyper important parce que aujourd'hui, on a le réflexe depuis toujours de s'arrêter quand on part sur la route des vacances, s'arrêter dans une station-service pour faire le plein d'essence. Demain, on fera pourquoi pas, si on a encore une voiture thermique, le plein d'essence, mais aussi le plein d'énergie électrique avec des bornes haute puissance. Et l'idée, c'est de se dire que on bénéficie de tout le confort d'une station-service, mais on pourra recharger sa voiture aussi. Et ça fait un moment que vous avez commencé à développer ce type de bornes dans les stations. Il y a de plus en plus de bornes qui sont installées. Et en fait, c'est vraiment ça l'ambition. C'est en fait de s'assurer que quand on vient faire notre plein d'électricité, ça se passe de la même manière qu'avant avec un moteur thermique et avec une grande rapidité. Ouais. Et puis après, il faut acheminer toute cette puissance électrique sur les sites. Et ça, c'est pas forcément une mince affaire. On travaille sur ça. Donc, il y a bien entendu l'apport de l'électricité, il y a la recharge. Et après, bien entendu, il y a toute la technologie. Parce que quand on parle de recharge, il ne faut pas oublier de la batterie qui est dans les véhicules. Et là aussi, c'est un cœur, c'est un cumul d'innovation, cette batterie, dans laquelle nous, on se met à fond dedans. C'est intéressant parce qu'on parlait des bornes, mais vous vous intéressez aussi à la batterie. Vous faites de la recherche et du développement là-dessus. L'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous recherchez comme technologie sur les batteries pour les améliorer ? Alors, je vais rentrer un peu dans un exemple concret. Aujourd'hui, dans une batterie, il y a un fluide qui permet de s'assurer que la batterie ne chauffe pas trop. Parce que quand on charge une batterie, elle a tendance à chauffer, surtout quand on la charge à haute puissance. Donc nous, on va réussir à tester de nouveaux fluides différents de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, qui vont permettre de garder la performance de la batterie parce qu'elle ne sera pas trop chaude, mais surtout, si à un moment, certaines batteries peuvent trop chauffer, on va s'assurer que le fluide qui est autour va empêcher cet emballement thermique et éviter tout incendie ou autre dégradation qui pourrait arriver. On a une petite vidéo qui illustre tout ça, mais pour revenir à la température dans une batterie, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on charge une batterie à très très forte puissance, la montée en température est très importante, d'où votre technologie pour essayer de la refroidir, cette batterie, c'est ça ? Exactement, mais je crois que c'est un peu ce qu'on peut voir là. En fait, on voit mes collaborateurs là, qui travaillent à tester des batteries. Et en fait, l'idée, pour être simple, c'est de prendre des batteries, donc on essaie de changer un peu leur design et d'aller les tester dans des conditions extrêmes. Donc, on essaie de leur faire vivre un enfer à ces batteries. Donc, par exemple, on les fait monter à des températures de 800 degrés et on veut s'assurer que la batterie reste intacte grâce à ce fluide. Et donc, nous, pour faire ça, après, on va s'associer avec des constructeurs automobiles. Oui, c'est justement, est-ce que les constructeurs vous suivent là-dedans ? Idéalement, ça serait que cette technologie arrive dans les batteries de demain. Exactement. Donc, on a besoin d'avancer avec les constructeurs automobiles. Oui. Donc, on leur propose certaines innovations. Après, on fait des partenariats. On va développer ça, et après, pour arriver justement à une commercialisation qui sera, elle, faite par les constructeurs automobiles. Très bien. Et ça va arriver, un jour ou l'autre ? Ça arrive déjà. Après, la question, c'est le calendrier, parce que certains se plaignent que justement, on va dire la multiplication des bornes électriques, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous regardent et qui se disent, autour de chez moi, j'aimerais bien avoir une voiture électrique, mais j'ai pas de borne. Ça va s'accélérer, là ? C'est vrai que j'ai déjà entendu, vous ne mettez que pour les autoroutes, etc. Ce qui est important de dire, c'est que nous, on veut équiper toutes les zones du pays et cela inclut les zones rurales. Donc, on veut parsemer le pays de ses capacités de recharge. D'accord. Et j'ai envie de dire aussi, quand on voit la rapidité à laquelle on a augmenté la quantité de bornes de recharge, si je me rappelle bien, on a fait plus de 30%, plus un tiers des installations en un an. C'est quand même considérable. Donc, je comprends la demande. Il faut qu'on aille vite. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'est donné les moyens justement pour y arriver. Et il y aura aussi des bornes de recharge Total Energy dans les zones rurales. Exactement. Qui ne seront pas délaissées pour compte. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça, vous vous engagez aussi là-dessus. On s'engage là-dessus aussi. Et donc, après les véhicules électriques, sujet passionnant qui nous concerne tous, un autre, projet, c'est un projet toujours, Osea, ou c'est quelque chose de concret ? J'ai envie de dire, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. On va rentrer dans le détail, puisqu'on va parler de drones. C'est un projet qui a été lancé en 2022
et qui a pour objectif de détecter les mesures des émissions de méthane et de dioxyde de carbone. On va rentrer dans le détail. Et c'est avec ce drone qui est juste à côté de vous, mon cher Björn, qu'on est en train de vous montrer. Alors, vous l'avez remarqué, c'est pas un drone habituel qu'on a quand on va à la plage ou quand on part en vacances. Il est un petit peu plus gros. Ouais, un peu plus imposant. Ouais. Quand il commence à voler, celui-là, on va pas se mettre autour. Hein, on va le respecter, si je puis dire. C'est quoi ce projet OSEA, Björn ? Alors, c'est bien de le respecter parce que le projet OSEA est respectable. Est respectable. Donc d'abord, c'est un drone, en effet. Et après, c'est un drone sur lequel, on peut le voir, on a mis un capteur. Donc c'est un capteur qui va venir mesurer les émissions de méthane et de CO2. D'accord. Et en plus de ce drone et de ce capteur, c'est aussi des algorithmes, donc des capacités de calcul pour analyser les mesures qui ont été faites par ce capteur et les conditions météorologiques environnantes pour pouvoir dire à tel endroit, là, il y a des émissions de méthane ou des émissions de CO2 que je mesure et que je peux identifier. C'est quoi les émissions de méthane et pourquoi c'est si important ? Le méthane, pour rappeler à tout le monde ce que c'est ce gaz qui, quand on le brûle, nous permet de produire de la chaleur. D'accord ? Le problème, c'est quand on a des émissions de méthane. Normalement, on ne veut pas, parce qu'on veut utiliser le méthane et le brûler, mais parfois, il peut y avoir des fuites. Et donc, il y a du méthane qui va arriver dans l'atmosphère. Et donc, ce méthane qui n'est pas brûlé, en fait. Ce méthane qui n'est pas brûlé. Parce que quand il brûle... après, ça reste un vrai problème. D'accord. Ça fait du CO2. Oui. Mais le problème du méthane, c'est que quand il est émis dans l'atmosphère, il a un pouvoir de réchauffement qui est, en gros, 30 fois supérieur à celui du CO2. Donc, il faut à tout prix éviter et arrêter ces émissions de méthane. Et donc, c'est ce qu'on veut faire grâce au projet OSEA. Donc, c'est pas bon pour la planète. On est d'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ce drone, justement, vous puissiez détecter les fuites de méthane, hein, c'est ça ? En gros, si j'ai bien compris. Ça. Et c'est intéressant parce que votre patron, votre président, Patrick Pouyanné, a tweeté sur ce sujet, hein, qui est vraiment un sujet qui lui tient à cœur, visiblement. Ouais, je dirais même que c'est très important, bien entendu, pour Total Energy. Le méthane a eu une vraie attention particulière à la dernière COP. Et donc là, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que Total Energy a développé une technologie permettant d'identifier et de mesurer les émissions de méthane sur les différents sites industriels, et que vu que cette technologie est vraiment hyper utile et pertinente pour changer le monde dans lequel on est, on met à disposition cette technologie disponible pour nos partenaires. Donc pour d'autres compagnies. Et ce n'est pas quelque chose qu'on garde que pour nous, secrètement. C'est ça, c'est-à-dire que, parce que je crois que vous avez développé cette technologie avec le CNRS et l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Hein, exactement, c'est vraiment une collaboration avec le CNRS et l'Université de Reims. Voilà, là on le voit on le voit voler. En action. On peut le voir voler sur... Donc c'est un pilote de drone habituel qui manipule. Avec quelques petites qualifications en plus, et qui permet de survoler nos installations. Donc là, on peut le voir sur un site de production pétrolière en Afrique. Et donc, on envoie le drone au-dessus de nos installations, là où nos opérateurs ne peuvent pas aller. Et en temps réel, il voit les fuites de méthane ? Et en temps réel, il va voir les émissions, les mesurer, cartographier ça. Et après, bien entendu, une fois qu'on a la mesure de nos émissions, on peut établir des plans d'action pour corriger et faire en sorte que nous n'ayons plus de fuite de méthane sur nos installations. Alors c'est un bijou de technologie, hein, ce drone, on ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de capteurs, de CO2, de CH4, etc. Tout ça, il faut que ce soit hyper léger parce que un drone, ça a une autonomie limitée, donc plus c'est léger, plus il tiendra longtemps dans les airs. Il y a, je crois, plusieurs centaines de vols qui ont été déjà réalisés. Enfin, c'est plus qu'un projet. Ah oui, donc c'est des milliers d'heures de vol. On a commencé très rapidement par aller, même avec un prototype, sur nos principaux sites, donc comme on peut le voir là sur les images. Et aujourd'hui, du coup, on veut s'assurer que tous nos sites industriels vont recevoir, on va dire, la technologie OSEA pour mesurer, quantifier nos émissions de méthane, pour s'assurer qu'on arrive à un zéro méthane en 2030. L'idée, c'est qu'il y en ait partout, enfin, surtout vos sites industriels, à terme. L'idée, c'est de déployer ça sur tous nos sites industriels et de permettre la même action, si je peux dire, à nos partenaires. Ouais, et rappelons ce que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant, vous ne gardez pas cette technologie pour vous. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez la léguer à d'autres sociétés qui en auraient besoin, c'est Exactement. Pour qu'en fait, on ne soit pas les seuls à avoir réussi à arrêter
les émissions de méthane, mais que globalement, l'industrie de l'énergie soit zéro méthane. Eh bien, Björn, on arrive à la fin de ces 4 innovations que vous nous avez expliquées avec beaucoup de passion. On voit que vous êtes vraiment passionné par ce sujet. Merci. Merci en tous les cas à tous de nous avoir suivis pour ce numéro d'Energy Talks. J'espère qu'on a été très clair en fait sur tous ces sujets. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions sur LinkedIn, évidemment, juste en dessous de cette vidéo. Et j'aurai peut-être le plaisir de vous retrouver bientôt. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. À bientôt.